Bonjour et bienvenue sur cette page. Je précise encore que cette vidéo sera diffusée sur la page Choisir d'avancer sur Facebook, mais également sur ma plateforme YouTube, à savoir Franchioli de Montez. Alors, bonjour et bienvenue à vous qui nous recevez. Si vous suivez cette capsule, en tout cas sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur la page en vous abonnant d'une part et aussi en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Aujourd'hui, je vais aborder une question de politique internationale. Et donc, si vous aimez l'actualité internationale, notamment le décryptage pour comprendre justement les tectoniques de l'actualité internationale, les enjeux et les équilibres mondiaux, en tout cas, vous êtes sur la bonne page, vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon canal, et ça me fait un grand plaisir justement de partager avec vous, si vous voulez, ma sensibilité par rapport au fait international. Aujourd'hui, c'est bien le 22. On est aujourd'hui le 22 septembre 2023. Donc depuis Montréal, j'enregistre et il se tient précisément à New York, donc à peine 5 heures de route par la voiture de Montréal, donc essentiellement à New York. Il se tient la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Organisation justement qui a pour mission de promouvoir la paix et la stabilité mondiale. Et aujourd'hui, cette session de l'Assemblée générale justement des Nations Unies se tient dans un contexte tout à fait particulier. Particulier pourquoi? Eh bien parce que ça va être l'une des rares fois, d'abord partant d'un postulat tout à fait simple, il y a le conflit, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est le conflit justement par excellence, qui divise, pour ne pas dire qui a exacerbé justement la fracture entre un monde qui, une fois au sortir justement de la Deuxième Guerre mondiale, était un monde essentiellement dominé par les États-Unis, puis l'affirmation justement de l'URSS, mais depuis la chute justement du mur de Berlin, et puis donc la dislocation de l'URSS, eh ben, le monde a toujours été sous la domination occidentale et précisément des États-Unis. Bien sûr, en fait, quand on parle de l'Occident collectif, mais il faut d'abord et surtout parler des États-Unis qui est, donc ce pays, bien sûr, est le chef de file justement de cet Occident collectif. Et donc, ce monde, finalement, de l'après-deuxième guerre mondiale, après justement la chute de l'URSS, eh bien, c'est un monde qui a été et reste dominé justement par la grande et l'hyperpuissance américaine. Et donc, cette domination va se perpétuer jusqu'aux années 2000, et donc vous êtes jusqu'à peu près à 2010. Et à mon sens, à partir justement des années 2010 et suivantes, eh bien vous avez l'affirmation notamment de la Chine, parce que l'affirmation, mais alors de la puissance chinoise sur l'échiquier mondial, a fortement justement contribué à remettre un peu en cause finalement cette superpuissance américaine, parce que devant elle, il y avait également une superpuissance économique émergente qui montait. Et aujourd'hui, on voit qu'à bien d'égards, la Chine, dans certains domaines même économiques, dans certains domaines technologiques, la Chine a supplanté les États-Unis, même si officiellement l'Amérique reste la première puissance économique militaire mondiale, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, à travers cette affirmation soutenue de la Chine, et à côté, bien sûr, vous avez les États du bloc, ce qu'on pourrait appeler par les BRICS, donc le Brésil, Russie, Chine et puis South Africa pour l'Afrique du Sud, eh bien, vous avez un monde qui se dessine comme étant multipolaire. Et dans ce monde multipolaire qui est en train de se mettre en place, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez les différentes allocutions justement des personnalités qui ont voilà, été à la tribune des Nations Unies pour prononcer leur speech, moi, il y a le discours justement des personnalités africaines. Donc pour certaines personnalités, je m'attelais sur le discours du président Denis Sassou Nguesso du Congo, mon pays d'origine bien sûr. Je vais également m'atteler au discours du colonel Mamadou Doumbouya, donc le président de la Guinée-Conakry, président donc de la transition, et également le discours du ministre des Affaires étrangères justement
voilà, du Togo, et même le discours du président colombien, eh bien pour moi, ce sont des discours qui ont fortement marqué, si vous voulez, mon attention. Parce que, pour une fois, vous avez des États complètement décomplexés. Vous avez des États africains, pour ne parler que des États africains, qui sont aujourd'hui complètement décomplexés et qui, voilà, sentent cette poussée-là, ce vent justement de la détermination et de l'autodétermination. Vous avez par exemple le président Denis Sassou Nguesso qui manifestement a prêché pour le continent. Donc il a vraiment mis en avant justement l'intérêt du continent, à savoir aujourd'hui nous sommes un continent de plus d'1 milliard d'habitants et à la fin du siècle on tablerait sur plus de 2 milliards d'habitants. Et il n'est pas normal pour un grand continent comme le nôtre qui représente à la fois le présent et l'avenir de l'humanité que notre continent n'ait aucun droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, je rappelle, est un conseil où siègent 5 membres du conseil, 5 membres permanents, donc avec droit de veto. Donc, précisément, les 5 puissances ayant le droit de veto, vous avez la France, le Royaume-Uni, vous avez la Chine, la Russie et puis les États-Unis. Donc voilà les 5 membres permanents ayant le droit de veto. Et il n'est plus normal aujourd'hui que l'Afrique ne soit pas représentée dans ce conseil, donc dans ce clergé fermé, tout simplement parce que nous sommes un continent qui aujourd'hui s'affirme avec une population qui représente l'avenir, parce que nous sommes le continent le plus jeune avec toutes les ressources stratégiques du monde. Aujourd'hui, nos États s'affirment et il n'est que justice que le système des Nations Unies soit réajusté, soit amendé de sorte à ce que l'Afrique justement obtienne des sièges permanents avec droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc c'était un peu le sens du discours du président Denis Sassou Nguesso qui a vraiment mis en avant ce besoin d'affirmation de l'Afrique et aussi cette reconnaissance qui doit véritablement s'imposer au sein des Nations Unies justement en aménageant, donc en réajustant l'architecture justement de cette organisation pour considérer au moins 2 sièges permanents avec droit de veto au continent africain. Parce que quasiment tous les continents sont représentés dans le Conseil de sécurité. Vous avez l'Europe qui est plus représentée, vous avez l'Amérique à travers les États-Unis, vous avez l'Asie à travers la Chine et pour l'instant, l'Afrique n'a pas de siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité. Donc le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a justement mis en avant ce besoin justement d'affirmation de l'Afrique. Et aussi, il y a un discours qui m'a encore marqué, c'est le discours du colonel Mamadou Doumbouya. Parce que le colonel Mamadou Doumbouya est un chef d'État issu d'un putsch militaire, donc il est issu d'un coup d'État ayant renversé le président d'alors, Alpha Condé, le 5 septembre 2021. Je crois que le 5 septembre 2021, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est un chef d'État dont le pouvoir est critiqué parce qu'un pouvoir issu du putsch militaire. Et le président Mamadou Doumbouya, en prenant sa parole, il a dit, certes, oui, aujourd'hui, il y a cette épidémie de coup d'État. Il a parlé de cette problématique d'épidémie de coup d'État en Afrique et précisément en Afrique francophone où vous avez un certain nombre de coups d'État qui ont eu lieu aussi bien au Mali, au Burkina Faso, au Niger en cours actuellement, au Gabon et même en Guinée. Donc il y a toute une série de coups d'État. Il y en a même des coups d'État avortés par exemple en Guinée-Bissau et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique de coups d'État qui s'installe peu à peu en Afrique. Et lui, étant un chef d'État issu du coup d'État, a bien sûr prêché pour sa paroisse, on pourra dire des choses de cette façon, mais quand même quelque chose qui m'a marqué dans son discours, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que le putsch militaire, donc le coup d'État militaire, est condamnable et ne pas tenir compte de ces régimes dictatoriaux ad vitam, donc qui sont restés pendant des années et qui, à longueur justement à échéance régulière, tripatouillent les constitutions pour changer les règles du jeu et permettre aux chefs d'État finalement de s'éterniser, pour ne pas dire de mourir au pouvoir. Donc une chose est de condamner ceux qui prennent des pouvoirs par des armes,
Mais une autre chose, à mon sens, et ce ne serait que logique de considérer aussi tous ceux qui, pour des velléités justement de s'éterniser au pouvoir, changent les règles du jeu, tripatouillent les constitutions pour se maintenir au pouvoir, il n'en demeure pas moins que ce sont des coups d'État institutionnels qui méritent aussi d'être sanctionnés, comme on pourrait à ce moment-là sanctionner des coups d'État militaires. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine logique, et c'est pour moi, ce n'est que bon sens que l'on condamne aussi des chefs d'État qui, par ailleurs, s'éternisent au pouvoir en changeant les règles du jeu, en modifiant les constitutions, en cassant les verrous constitutionnels pour se maintenir et mourir au pouvoir. Ce ne sont pas des exemples qui manquent en Afrique. Donc, chacun de nous peut pointer du doigt voilà, les cas où on retrouve ce genre de velléité. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que son discours était pertinent. Bien sûr, il a également mis en avant le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent décomplexé, jeune par ailleurs, à travers sa population. Et donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui, aujourd'hui, soutiennent l'Ukraine et ne soutiennent pas, par exemple, un pays comme la Palestine, qui est un territoire pour l'instant pas véritablement reconnu. Mais il y a quelque chose qui est que reconnaître à la fois le coup d'État qu'une autorité peut organiser, mais il est aussi vrai qu'un coup d'État institutionnel qui consiste à casser les verrous constitutionnels ou à casser la Constitution pour changer les règles du jeu et se maintenir au pouvoir, ça reste aussi un coup d'État institutionnel qui mérite justement d'être sanctionné par le concert des nations. Donc voilà un peu le sens des discours de différentes personnalités africaines sur la tribune des Nations Unies. Donc pour ne parler que du colonel Doumbouya, parler de notre président. Mais je n'ai pas également oublié, par exemple, le ministre en charge des Affaires étrangères du Togo, voilà, si ma mémoire est bonne, qui a aussi prêché pour la paroisse africaine en considérant qu'aujourd'hui, dans notre Afrique, nous n'avons pas besoin de guerre parce qu'il y a là également des tendances à armer le conflit au Niger et à coûte que coûte renverser des autorités issues du putsch par la voie militaire, alors que le conflit au Niger suppose justement de s'asseoir sur une table et de trouver voilà, une solution qui soit plutôt diplomatique vis-à-vis de ce conflit. Donc voilà un peu le résumé que je peux faire de cette session, et surtout pour nos États africains, de nos dirigeants africains qui ont pris la parole justement devant cette auguste tribune. Et à mon sens, je pense que c'est une grande première. Hein. Si vous voyez pour l'essentiel des délégations africaines, la voix qui a été portée est une voix tout à fait nouvelle. Et je n'ai pas souvenir d'autant de discours vindicatifs, d'autant de discours accusateurs vis-à-vis de l'Occident, portés par des États africains lors des assemblées générales des Nations Unies. C'est vraiment une grande première, et je pense aussi que ce rééquilibrage justement le rééquilibrage du monde, cette multipolarité, hein, pour ne pas dire, voilà, la multipolarité du monde ne peut qu'être bénéfique pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut se sentir pousser les ailes. Il n'y a plus que cet Occident qui avait voilà, la même mise sur les affaires du monde et qui pouvait dicter voilà, sa perception ou dicter justement sa volonté. Mais vous avez donc un monde où il y a des blocs qui se dessinent, et il n'y a pas qu'un seul bloc, mais non, il y a 2, voire 3 blocs. Et je pense que l'Afrique a intérêt justement à se fédérer davantage et à aller vers la conquête justement de ces dernières batailles qui nous restent justement à remporter pour gagner notre pari, le pari bien sûr de cette Afrique libérée, et une Afrique qui s'affirme dans le concert voilà, de la situation internationale avec son propre agenda, mais pas toujours l'agenda est dicté par ceux des anciennes puissances impérialistes. Voilà un peu le résumé que je peux en faire, et d'ici là pour une prochaine capsule, portez-vous bien. Montez.